Et tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff, Patrice Franceschi, aventurier, écrivain et auteur de ce livre « Bonjour, Monsieur Orwell, le contrôle numérique de masse à l'ère du Covid-19 ». C'est publié à la collection Tract de crise chez Gallimard. Bonjour Patrice Franceschi. Bonjour. Bonjour. Oui, je sais que vous êtes beaucoup plus souvent et à la fois sur la boudeuse en train de faire quelques tours du monde, et puis on vous a reçu plusieurs fois ici à Sud Radio et à Berkoff dans tous ces états. Votre combat avec les Kurdes à Kobané, et on le sait, vous y allez très souvent et vous avez fait beaucoup de batailles. Vous, au moins, vous êtes un homme de terrain, vous faites partie de ces hommes de terrain, vous ne restez pas derrière votre bureau, vous y allez. Et puis là, vous avez fait ce tract chez Gallimard que j'ai lu, Bonjour Monsieur Orwell, parce qu'il vous semble que quelque chose est en train actuellement d'être en danger au profit de la sécurité, c'est ce qu'on appelle la liberté. Qu'est-ce qui vous a poussé à réagir comme ça, à faire votre coup de gueule gallimardien en hommage à Orwell? Oui, simplement parce que en regardant comment était, vous en avez parlé tout à l'heure, appréhender cette crise sanitaire, il était évident que le premier virus, la première pandémie en fait à laquelle on avait affaire et qui se répandait, c'était le virus de la peur. Et qu'à partir de ce moment-là, quand la peur est installée dans une population à qui on a vraiment fait peur, au-delà sans doute de ce qui était nécessaire, on peut faire passer beaucoup de choses qui ne seraient pas passées autrement. Les gens résignés par la peur, soumis par la peur, peuvent accepter des restrictions de liberté qu'ils n'auraient pas acceptées dans des circonstances normales. D'ailleurs, nous avons tous accepté de plein gré oui, la suppression. J'allais vous dire, Patrice Franceschi. Oui, mais est-ce qu'il ne fallait pas, attendez, c'est très bien, effectivement, vous dites, on a fait peur, mais il y avait de quoi avoir peur. C'était quand même un virus mortel, et on l'a vu. Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Ah bon? D'ailleurs, regardez ce qu'ont fait les Suédois. Et que je sache, c'est pas un pays de rien du tout. Ils ont refusé de confiner, ils n'ont pas fermé les écoles, et les mesures qu'ils ont prises de protection des populations cibles, des populations vulnérables, que l'on connaît très bien, ont été suffisantes pour faire en sorte que la courbe de mortalité est inférieure à la nôtre à proportion d'habitants. Le principal là-dedans, c'est que si nous avons accepté des restrictions, disons, naturelles et physiques de nos libertés, la liberté de se déplacer, de se rassembler, de commercer, etc., en ce qui concerne autre chose, qui est le sujet de Bonjour Monsieur Orwell, de ce bref texte, c'est l'après-coup du déconfinement avec la volonté du traçage numérique des Françaises et des Français par cette fameuse application Stop Covid. Et là, on entre dans un autre monde. Pour la première fois dans l'histoire de notre démocratie, un État, notre État, décide, pour de bonnes raisons, c'est toujours pour notre bien, d'où le titre de Monsieur Orwell, le meilleur des mondes d'Huxley aussi, pour la première fois décide, pour notre bien commun, de suivre, grâce aux nouvelles technologies, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Donc c'est une intrusion massive, d'un seul coup, à l'intérieur même de notre identité, de notre intimité, de notre vie privée. Et ça, c'est ça qui est extrêmement nouveau. Si jamais ça passait, et le volontariat dont on nous dit qu'il serait accompagné est en fait un piège délétère. Ce serait immédiatement de dire ceux qui ne le prennent pas, ceux qui ne prennent pas cette application sont des gens qui ou bien sont de vieux, c'est quoi, des gens qui n'ont pas pointé du doigt. Donc, si cette digue de l'utilisation des technologies nouvelles pour le contrôle des populations par l'État et aussi les officines privées se faisait, on entrerait dans un autre monde qui ressemblerait à celui de Monsieur Orwell. C'est ça la réalité. On va en parler tout de suite. Oui, Franceschi, restez avec nous. On en parle tout de suite après cette petite pause. Effectivement, on entre dans un autre monde. Peut-être, on va continuer à en parler tout de suite. Et oui, avec Patrice Franceschi, un globe-trotter au très bon sens du terme, et puis il participe au combat aussi de notre temps, homme de terrain. Et on parle effectivement dans son tract Bonjour Monsieur Orwell chez Gallimard. Effectivement, on n'a pas envie de rencontrer Monsieur Orwell. Lui, ses livres, oui. Son État, son 1984, non. Patrice Franceschi, ce projet de loi, il est concocté, il est prévu pour quand, ce projet de loi du tracking? Ce qu'il y a d'intéressant, parce que ce combat contre le projet Stop Covid rejoint ce qu'on entendait tout à l'heure sur le Conseil d'État pour les drones. La poussée actuelle est à la surveillance généralisée encore plus forte qu'auparavant. Ça, c'est le cadre général. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir si on place la liberté avant toute chose
Jusqu'à présent, c'était le cas. Et dans la devise de la France, il y a quand même liberté avant égalité et fraternité, même sur le même plan, bien évidemment. Et par conséquent, le couple sécurité-liberté a été extrêmement malmené dans cette affaire-là. Jusqu'à présent, l'application Stop Covid, et quelle que soit son efficacité, mais elle le sera évidemment, a été le petit changement qu'il y a eu devant quand même l'inquiétude de la population, de beaucoup de députés et de ministres, a été, et ça c'est une très bonne décision, il a été décidé qu'elle serait discutée et votée par le Parlement avant la fin du mois de mai. Donc la raison pour laquelle j'interviens ici, où tout ce qu'on a entendu par ailleurs, et où ce petit texte chez Gallimard reprend tout son sens, c'est qu'il faut demander aux citoyens de se préoccuper de ce débat et de ce vote par leurs députés. Et s'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas envie d'aller encore plus loin dans la surveillance qu'ils vont subir, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, moi ce que je souhaite, c'est que tous écrivent à leurs députés pour dire franchement, ne votez pas ça. Oui, mais pour ça... Voilà, tout à fait. Mais Patrice Franceschi, juste un mot, pardon. Il faut d'abord décrire qu'est-ce que ça va être ce tracking. Il faut comprendre, les auditeurs de Sud Radio vous écoutent, donc ils disent oui, ok, vous dites que la liberté est menacée, mais pratiquement, concrètement, en quelques mots, mais vous savez le faire, qu'est-ce que c'est que ça consistera en quoi? Supposons que demain, la loi sera votée. Ça consiste en quoi? Ça consistera à tracer numériquement les déplacements des Français, pour l'instant, dans le cadre d'un volontariat, et de déterminer, grâce au Bluetooth, pour l'instant, les contacts qu'ils auraient pu avoir, et en cas de contamination, d'être alertés. Très bien, évidemment que ce sera efficace. Évidemment. Quoi qu'on en dise, le problème n'est pas celui-là. Le problème n'est pas de rester sur l'aspect technique, mais de remonter sur l'aspect intellectuel, voire philosophique de cette affaire. La question est, pour un citoyen français qui jusqu'à présent vivait en homme libre, ou à peu près, dans un monde évidemment difficile et impalpable et fugace, mais en tout cas en homme libre, de savoir s'il veut ou pas rentrer dans un nouveau monde de surveillance numérique auquel il concéderait via son téléphone en l'occurrence, mais en comprenant que si on dit oui à cela, cela finira par devenir la norme. Tout simplement parce qu'il n'est pas d'exemple dans l'histoire des sciences et des technologies qu'une technologie efficace ne se propage pas et ne finisse pas, dans les cas de surveillance, de devenir la norme. On l'a déjà vu avec le terrorisme, mais si nous acceptons d'être surveillés par les nouvelles technologies numériques dans le cadre du Covid-19, vous pouvez être certain que ce sera suffisamment efficace pour qu'à la première occasion, au premier prochain virus, qui pourra porter tous les noms, peut-être même celui du terrorisme, on dira c'était tellement efficace qu'il faut recommencer. Et le risque que nous avons, si on franchit ce pas, si cette digue est rompue, si nous mettons le doigt dans l'engrenage de la surveillance numérique, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est ça l'enjeu philosophique. Est-ce que nous voulons rentrer dans ce nouveau monde pour des raisons de sécurité, parce que nous sommes tétanisés, effrayés, apeurés par ce qui nous est arrivé, ou bien est-ce qu'on considère, ou bien est-ce que chacun doit se poser la question en ce moment dans ceux qui nous écoutent, est-ce que j'ai envie, moi, je parle à vos auditeurs, attendez, est-ce que j'ai envie, moi, d'être surveillé numériquement? Oui, mais attendez, Patrice, c'est très bien, je comprends vos préoccupations. Non, mais d'accord, je comprends vos préoccupations philosophiques, mais vous oubliez quand même un tout petit peu la sécurité. Et pas je vais vous-même. Attendez, écoutez d'abord ce que j'ai à vous dire. Si, parce que par exemple sur le terrorisme, vous avez vous-même dit sur le terrorisme, mais si le terrorisme, vous savez très bien de quel côté vous étiez avec les Kurdes et contre qui vous étiez, ok, à Kobané et ailleurs. Bon, moi je vous pose la question, et si on peut utiliser le numérique pour combattre le terrorisme, est-ce que ça va comment dire, ça va diminuer mes libertés? C'est important, ça, parce que absolument. Voilà. Je vais vous dire une chose. Alors, la question est parfaitement philosophique, c'est celle que chacun veut avoir là. Est-ce que vous voulez vivre dans un monde tel une prison à ciel ouvert comme en Chine, qui est devenu vraiment un vaste camp de rééducation avec le contrôle numérique absolu, les points donnés socialement, vous en perdez, vous en gagnez selon votre comportement, avec la reconnaissance faciale, etc. Est-ce que vous voulez vivre là-dedans, ce dans quoi ils sont rentrés, pour plus de sécurité? La vraie question, elle est là. Dans le dosage, toujours pareil depuis des millénaires, entre sécurité et liberté, jusqu'à présent, nous avions un équilibre à peu près correct qui nous permettait de vivre à peu près libre dans un monde à peu près sûr. Bon, cet équilibre a été rompu, et il va être encore plus rompu si nous rentrons dans la surveillance numérique. Nous prendrions dans ce cas-là le chemin de la Chine. Non, je préfère avoir un peu plus d'insécurité par rapport au terrorisme que plus aucune liberté, que l'on sache tout de moi avec l'œil de Big Brother sur moi, parce que c'est ça
que le numérique amènerait. Donc la question est purement philosophique, elle n'est pas technique. Techniquement, c'est réglé. Si nous rentrons là-dedans, c'est efficace, c'est extrêmement efficace. Et nous avons devant nous ce pays totalitaire qu'est la Chine, qui a déjà démontré que la sécurité peut être extrêmement importante quand on prive les gens de toute liberté. Mais on le sait depuis longtemps. D'ailleurs, prenez n'importe quelle prison dans le monde. Dans la prison, c'est assez sûr. Je veux dire, la criminalité est assez faible. Mais la sécurité est bonne, mais la liberté est à zéro. La liberté est à zéro. Bon, voilà. Donc, la question qui se pose dans ce vote, et de nombreux députés, tous les députés ont reçu « Bonjour, monsieur Orwell » chez Gallimard, et beaucoup m'ont dit « Mais effectivement, on votera contre. » Parce qu'on voit bien la digue qui va être rompue. Ce n'est pas un petit truc de plus par hasard, etc. Ce n'est pas, comme dit le gouvernement, une brique de plus au contrôle et à finalement la sécurité. On changera de monde. Et ce début fera qu'on ne reviendra pas en arrière. Les gens doivent comprendre cela et doivent absolument refuser que, pour des raisons de sécurité, quelles qu'elles soient, leur liberté diminue progressivement jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Vous savez, prenons un cas. Si vous placez la sécurité contre le terrorisme très loin, mais à ce moment-là, c'est plus la peine d'avoir une armée. N'importe quel soldat dira ma sécurité d'abord, et je ne me battrai plus pour la liberté de mon pays. Et c'est d'imaginer les conséquences intellectuelles d'un raisonnement qui placerait la sécurité au-dessus de la liberté. Oui, ça c'est autre chose parce que se battre pour son pays... Patrice, on se retrouve après une petite pause, on a les informations, on a les auditeurs de Sud Radio, c'est passionnant et on va en parler avec vous, on continue d'en parler avec vous tout de suite après les infos. Alors, liberté ou sécurité? Faux problème, fausse opposition, et puis on va parler évidemment de l'hydroxychloroquine, de Trump qui en prend à titre préventif, dis donc, et puis les médecins, de leur capacité de traiter, toujours avec Patrice Franceschi, écrivain, auteur de Bonjour Monsieur Orwell, et avec les auditeurs de Sud Radio, que l'on attend, que l'on écoute, et qu'on est très heureux d'écouter. 0826 300 300. On part tout de suite à Aix-en-Provence. On retrouve Dominique sur Sud Radio. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Comment allez-vous dans la capitale? Bien, merci. Donc, je vous appelle après vos informations de midi, là où il y a une journaliste qui a annoncé donc le fait que Trump venait de l'hydrochloroquine. Oui. Et que malgré le fait que ce soit un traitement dangereux, et malgré le fait que ce soit un traitement sur lequel on a prouvé son inefficacité. Alors juste pour ça. On n'a rien prouvé du tout, hein. On n'a rien prouvé du tout. On a dit certaines recherches, on dit, mais on n'a pas prouvé. Non, je vous dis ça juste. Allez-y. Mais justement, le problème, c'est ça, c'est que systématiquement, à droite, à gauche, on entend des petites insinuations, des petits sous-entendus qui nous laissent à penser que M. Raoult sera un escroc, quoi. Et c'est un peu étonnant. Je m'étonne de cette espèce d'unanimité dans l'insinuation et le ragot, quoi. Partout, Sud Radio, BFM. Je m'étonne, parce que moi, en étant dans les Bouches-du-Rhône, je connais énormément de gens qui ont été soignés. À titre privé, je connais des gens qui sont beaucoup sur Toulon, quoi, qui connaissent effectivement des marins qui étaient sur le Charles de Gaulle, quoi. Eux, ils n'ont été traités qu'avec ça. Et il y a un taux de réussite. Ah bon? On vous a dit, attendez, ça c'est intéressant, juste un mot Dominique, on vous a dit que les marins du Charles de Gaulle, parce que c'est très discuté ça, on en a beaucoup parlé, les marins du Charles de Gaulle qui étaient atteints dans leur majorité par le virus, ont été soignés, pratiquement tous sont guéris, et on vous a dit qu'ils ont été soignés à l'hydroxychloroquine? Voilà, déjà, les connaît. Bon, les marins sur le porte-avions, il y en a beaucoup, hein. Donc ça fait beaucoup de gens qui habitent sur Toulon et ils ont bien vu avec quoi ils étaient soignés. Hein. Donc, et donc vous êtes étonné du fait qu'on insinue toujours que Raoult est un charlatan, etc., c'est ça? Voilà. Alors oui, c'est surtout qu'on insinue parce qu'il n'y a aucune étude qui a prouvé que c'était un miracle, il n'y a aucune étude qui a prouvé que c'était, néfaste à qui que ce soit. Ce qu'il y a de certain, c'est que moi, de la Nivaquine, donc la même chose, j'en ai pris pendant des années, et on m'a jamais dit que ça pouvait être mortel, cardiaque, patati, patata, quoi. Et maintenant, d'un seul coup, ça devient, voilà. Mais le fait marquant, c'est que systématiquement, petites insinuations, petits sous-entendus. C'est pour ça que quand je l'ai vu l'autre jour sur YouTube, quand il disait que les informations sur YouTube étaient meilleures que dans la presse, il a peut-être raison, c'est pas vraiment.
Parce que... Écoutez, moi j'ai toujours dit ici, et nous à Sud Radio, on a toujours dit, en tout cas dans mon émission, c'est très clair, moi je ne fais pas du tout, si vous voulez, les réseaux sociaux, c'est aussi intéressant que ce qu'on appelle les médias mainstream. Il y a du bon et du mauvais, il y a du bon grain et du vrai, et il y a des fake news partout, aussi bien dans les réseaux sociaux que dans les médias dits dominants. Nous, vous savez, ici à Sud Radio, et en tout cas ici, on essaye effectivement, vraiment de dire le bon sens. En tout cas, de dire, on ne prend pas parti. Et moi, j'ai été très frappé, effectivement, c'est l'histoire de Trump. Ce qui est tout à fait intéressant, au-delà de ce qu'on peut penser de Trump et de l'hydroxychloroquine, qu'ils disent comme ça, écoutez, moi, j'y prends un titre préventif, et ben voilà, je le dis. Moi, j'aime bien ce côté brut de décoffrage. Après, on verra. Vous savez, vous avez écouté peut-être Violaine Guérin, qui a fait le Fondation Laissez les prescrire, laissez les médecins prescrire. Beaucoup d'études vont sortir bientôt et je pense que très bientôt, Dominique, on va sortir de l'auberge et de l'ambiguïté et je pense que d'ici 1 mois à 2 mois, on saura vraiment si ces protocoles ont de la validité ou pas et on verra pourquoi un certain nombre de gens se sont dit qu'il fallait absolument le détruire. Qui vivra et j'espère qu'on vivra avec. Merci Dominique. Merci à vous Dominique. Frédéric nous appelle de Bordeaux au 0826 300 300. Oui, bonjour Jean-Marie, bonjour Monsieur Franceschi, bonjour Monsieur Berkoff. Je voulais réagir au propos du monsieur avec qui vous avez discuté tout à l'heure, j'ai oublié son nom, qui est tout fier, tout content d'avoir réussi à faire supprimer les contrôles par drone de la police ou de la gendarmerie. La du net. Oui. Alors, je pense que cette personne doit être de gauche, parce que ça, encore une fois, c'est le principe de la gauche, c'est de prendre une idée, une idée pour soit respecter les libertés individuelles, respecter des choses humanitaires, humaines, mais on les pousse tellement loin qu'elles deviennent stupides. Alors, je sais que M. Franceschi, j'en ai entendu un petit bout, est également contre une surveillance extrême et il estime qu'on en perd notre liberté. Alors, j'admire par ailleurs M. Franceschi, que j'ai déjà entendu parler et vu à différentes occasions, et moi, j'aurais pas le courage de faire ce qu'il fait, je le félicite, mais je ne suis pas d'accord également avec lui, parce que moi, c'est un petit peu le même esprit que cette loi qui interdit aux forces de l'ordre d'intervenir entre minuit et 6 heures du matin chez des gens que l'on sait, que l'on a suivis, que l'on sait être soupçonnés de, je sais pas moi, de crimes, de meurtres, de vol, de trafic, etc. Sous prétexte de je ne sais quoi. Donc on préfère leur donner la chance de s'échapper et de continuer à faire des méfaits pour lesquels il y aura encore d'autres victimes. Et moi, ça m'est complètement égal qu'un drone vienne surveiller mon jardin. Et il ne faut pas rêver. Les gens qui vont faire ces surveillances, ils ne vont pas surveiller M. Jean Dupont. Ils vont surveiller des gens qu'ils ont envie de surveiller. Donc, on ne peut pas avoir peur de ça. À ce moment-là, on supprime les caméras qui sont dans les rues, on supprime, Sarkozy a déjà supprimé la police de proximité, le policier se promène, il regarde un petit peu ce qui se passe, etc. Donc moi j'en ai un peu assez, parce que c'est ma liberté, M. Franceschi dit oui, on va diminuer ma liberté. Non, ma liberté c'est à moi, et ma liberté de démocrate c'est que la majorité soit protégée, et pas mise sous le boisseau de minorités diverses et variées, qui cherche à pourrir mon environnement, à pourrir ma vie, à pourrir ma société, à pourrir ma culture. Et donc, c'est pas normal d'aller... Bien sûr que les contrôles peuvent... Moi, ça m'est égal si on me demande mes papiers. J'ai un beau-fils qui est métis. Et dans la ville de Bordeaux, avec les copains, des fois quand il travaille, il a remarqué qu'effectivement, il se faisait assez souvent contrôler et il pestait. Il pestait beaucoup. Je suis d'accord, si j'avais eu 16-17 ans comme lui, je pense que j'aurais pas été super content de me faire contrôler. Bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. C'est un petit peu comme ça. La dernière fois que je suis allé aux Antilles, il m'est arrivé d'être dans des situations où manifestement j'ai compris que voilà, j'étais pas super bienvenu. Bon, c'est comme ça. Voilà, je fais pas partie du groupe majoritaire quand j'y suis. Donc je suis désolé, mais ce que l'on fait avec ces lois, avec ce que ce monsieur dont est si fier et ce que pense monsieur Franceschi, c'est à moi dont on diminue la liberté. C'est à moi, parce que je ne peux plus aller dans certains endroits parce qu'il n'y a pas assez de contrôle, il n'y a pas assez de surveillance. Et c'est moi qui Très bien, en pâtis, Frédéric. c'est vous qui en pâtissez. Tout à fait.
Alors écoutez, vous avez très très bien dit, écoutez, c'est un argument, en tout cas votre argument est justement très légitime, c'est une bonne discussion, on est bien là pour pas discuter de liberté, de sécurité. Alors Patrice Franceschi, vous voyez, quelqu'un en toute bonne foi, il vous le dit, moi j'ai l'impression que c'est ma liberté qu'on diminue quand on empêche soit les policiers, soit les forces de l'ordre de faire leur travail après des gens qui en veulent à ma liberté, qu'ils soient dealers ou terroristes. Que répondez-vous à cela, simplement Patrice? Que dans ce que je viens d'entendre, il y a un méli-mélo de tout. On confond, notre interlocuteur, pardonnez-moi de le dire, confond police de proximité, empêcher la police d'intervenir avant 6 heures du matin, les drones, tout ça, franchement, c'est un gros méli-mélo. De surcroît, la personne de la Quadrature du Net ou moi-même qui ne voulons pas être surveillés par des drones, c'est clair, c'est net, c'est précis, parce que les drones ne surveillent pas tel et tel en particulier, mais tout le monde, la ruée vers la puissance des pouvoirs, c'est quelque chose dans la nature humaine, je le refuse absolument. Simplement parce que ça mettra en péril toutes nos libertés. Le meilleur exemple que l'on puisse avoir encore une fois, c'est celui de la Chine, qui a exactement le même discours. Attendez, laissez-moi finir, qui a exactement le même discours que notre interlocuteur, qui veut le tout sécurité, considérant que c'est la meilleure liberté, c'est en sécurité. Résultat, nous avons un gigantesque camp de rééducation où il n'y a plus aucune liberté et une sécurité extrêmement importante. La question aujourd'hui, c'est d'un côté les gens qui placent leur sécurité avant toute chose, et de l'autre ceux qui placent leur liberté avant toute chose, parce qu'elle donne sens à toutes les autres valeurs. Faut pas. Mais Patrice, vous pouvez pas dire ça. Pardon. Vous êtes, excusez-moi, on se connaît depuis longtemps. Là, vous êtes blanc et noir. Vous répondez à Frédéric en disant la Chine. Alors vous voulez, c'est-à-dire, attendez, Frédéric vous dit pas ça du tout. C'est pas du tout un méli-mélo. Il vous dit, attendez, moi, si demain j'ai rien demandé, je suis agressé dans la rue. Et vous savez très bien qu'il y a des zones de non-droit en France. Il y a des zones de non-droit. Vous vivez pas là-dedans, moi non plus. Mais il y a des zones de non-droit. Lui, il pense que sa liberté, il est agressé avec ça. Il a besoin, je dis pas que c'est bien la police ou pas, c'est pas le problème. Mais vous pouvez pas dire, vous avez à choisir entre les surveillances, on n'en veut pas, et la Chine. Mais entre les deux, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver entre sécurité et liberté? Moi, je veux pas de la Chine, personne ne veut de la Chine. Et Frédéric non plus, vous non plus, bien sûr. Mais est-ce qu'on veut un endroit où il y ait des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, dans la rue ou ailleurs? C'est ça, Patrice, le problème. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun rapport avec le problème que vous posez et la question qui est posée du contrôle numérique des populations. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. D'accord. Rien à voir. C'est un autre problème et ce que je reproche à ce débat en ce moment, c'est de faire un amalgame de toutes les questions sécuritaires, voilà, complètement, alors qu'elles n'ont pas de rapport entre elles. D'ailleurs, depuis qu'il y a des caméras de vidéosurveillance dans les rues, est-ce que la criminalité a diminué pour l'efficacité de ce que ça représente? Non. Par conséquent, le problème, on a attrapé des gens. C'est pas vrai. Ce qui est important, c'est, et moi j'interviens que pour cela maintenant, c'est qu'il va y avoir un débat et un vote à l'Assemblée nationale par nos représentants, nos députés, avant la fin du mois, pour savoir si nous entrerons ou n'entrerons pas dans un nouveau niveau de surveillance des populations par le traçage numérique des Françaises et des Français. La question est surtout pas, à mes yeux, d'où ma demande de dire à chacun qui pense qu'il ne faut pas rentrer là-dedans parce qu'on ne reviendra pas en arrière, d'écrire via leurs mails à leurs députés pour dire franchement, votez pas cette loi liberticide, ça ne sert à rien si ce n'est une fois de plus à nous contrôler et on reviendra à la police de la pensée qu'il y aura derrière, d'autant plus que pour la première fois c'est l'État. Et il ne faut pas prendre prétexte que nous sommes déjà très surveillés pour dire après tout, résigner, un pas de plus ou un pas de moins, ça n'est pas important. Ce pas-là, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est autre chose que tout ce qui a précédé. C'est fondamentalement nouveau dans notre démocratie. C'est un enjeu terrible. C'est quelque chose d'essentiellement important. Voilà la question. Le reste, pour savoir s'il faut intervenir avant 6 heures du matin ou pas chez les gens, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Il ne faut pas tout mélanger. Oui, vous l'avez défini très bien. On va continuer à en discuter parce que c'est très important, effectivement. Et effectivement, il faut savoir où sont les limites du traçage et du tracking. Il est là, pour moi, le problème, c'est clair. C'est où on s'arrête et jusqu'où on va. Et ça dépend, effectivement, quelle puissance politique ou pouvoir politique pourra effectivement l'utiliser. C'est un problème qui est posé. On en parle après cette petite pause. À tout de suite.
Absolument, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, vous l'avez entendu, le débat est passionné entre André Berkoff dans tous ses états et son invité Patrice Franceschi. Est-ce qu'il faut troquer un peu de notre liberté pour assurer notre sécurité ou est-ce qu'au contraire, eh bien, la liberté est absolument inviolable? Ça fait partie du débat, vous nous appelez 0826 300 300. On attend vos témoignages, on est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci infiniment et j'écoute quasiment tous les jours, donc c'est carrément une religion. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire et vous voulez avoir les lumières de notre numérologue Véronne, alors n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Elle vous donnera son ressenti et on vous dira tout sur le Merkaba, un cristal de roche très puissant. À tout à l'heure. Et toujours avec Patrice Franceschi, notre ami Patrice Franceschi. Liberté avant la sécurité. Bonjour Monsieur Orwell. Et avec tous les auditeurs de Sud Radio, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous appellent et ceux qui parlent. Allez, direction l'Occitanie, 0826 300 300. On va à Revel. On retrouve Philippe sur Sud Radio. Bonjour oui. Philippe. Bonjour Monsieur Berkoff. Je vous remercie beaucoup de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. C'est à vous Philippe, oui. On vous écoute. Alors voilà, c'est au sujet de l'hydroxychloroquine, des gouvernements. Donc j'ai bien compris et j'espère que beaucoup de Français l'ont compris que c'était un médicament qui coûtait très peu cher, 2 euros, qu'il avait plus de 50 ans d'âge, pratiquement 80 ans. Des éminents professeurs ont cassé ce produit, le gouvernement avec. Je veux dire que peut-être on aurait pu éviter, si j'écoute le professeur Raoult, 3 fois moins de morts, donc on est à 30 000 morts, peut-être qu'on n'en aurait eu que 10 000. Pourquoi cassons ce produit? Pourquoi on casse ce produit? Donc pourquoi écoute-t-on nos dirigeants? Moi je lance un appel de ne pas écouter nos dirigeants. C'est tout à fait l'inverse qu'ils font. Ils nous ont mis il y a eu le problème des masques, il y a eu le problème de gel, il y a eu le problème des médicaments. S'il faut, par manque de tests, médicaments, etc. Oui. etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que je lancerai un appel de dire ne prenez pas pour argent comptant tout ce que le gouvernement vous dit. On a bien vu à la suite de cette crise que tout est faux, tout est manigancé. Il y a peut-être des histoires donc de laboratoire derrière. On nous parle d'un vaccin. Il y a déjà des vaccins qui existent contre la grippe. On voit bien qu'ils ne sont pas efficaces si c'est le même genre de vaccin. On voit bien que personne n'utilise ces vaccins. Si c'est un vaccin comme la tuberculose, où qu'on fait une seule fois pour la vie, ok, mais les vaccins, on sait très bien, voilà. Voilà. Je comprends voilà ce que je veux dire. Tout à fait. Oui. Et donc, Philippe. Allez-y, Philippe. Non, c'est surtout ça. Vous m'avez cerné, donc vous pouvez me poser les questions. Je suis outré, outré par le gouvernement et ces éminents professeurs, Je suis outré de contrecarrer un éminent professeur, le docteur Raoult. Le président est allé le voir. Il n'y a rien eu à la suite de ça. Le président Macron n'a pas fait de commentaires, n'a pas suivi de fait l'entrevue qu'il a eue avec ce professeur. Non, Philippe, il a simplement dit que c'était un grand épidémiologue, un grand infectiologue. Voilà, il lui a rendu hommage et ça s'est arrêté là. Écoutez, Philippe, je vais vous dire, de toute façon, vous avez lancé un appel. J'en écoute. Je pense que tout cela, j'espère, je ne dirais pas je pense que tout cela d'ici, encore une fois, je l'ai dit un peu plus tôt, quelques mois, mais un peu avant même, quelques études maintenant très sérieuses sont en train de se faire. Vous savez, il faut du temps. Tout ça a explosé il y a 3 mois, 4 mois, ce qui n'est malheureusement qui n'est rien, mais qui a fait effectivement beaucoup de victimes. Eh bien, vous savez, les études se font partout, les travaux se font partout, et au-delà des conflits d'intérêts, on ne cachera pas la vérité aux gens. À un moment donné, les études montreront, des études faites par des scientifiques, mais sérieux, des scientifiques qui ne sont pas effectivement liés à tel ou tel labo ou tel
tel intérêt ou telle usine ou telle compagnie ou société, eh bien, on espère qu'il y a suffisamment de gens indépendants, de scientifiques indépendants, de médecins indépendants, eh bien, pour dire ce qu'il y a à dire. Voilà, je crois que... Et pour le reste, je vais vous dire, Philippe, de toute façon, il ne faut jamais écouter, prendre pour parole d'évangile la parole de qui que ce soit. On écoute et vous avez la chose la plus importante, on en parlait, votre liberté et votre esprit critique. C'est fondamental. Si on perd ça, eh ben, on n'a plus rien. On a des moutons et on sait très bien ce que donnent les moutons. Merci, Philippe. 0826 300 300. Delphine nous appelle de Bordeaux sur Sud Radio. Bonjour. Oui, bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff. Merci encore pour votre émission. Je voulais intervenir par rapport à la personne dont j'ai pas retenu le nom qui a écrit le livre. Merci. Bonjour Monsieur Orwell ou merci Monsieur Orwell. Je sais. Patrice Franceschi. Oui, absolument. Voilà. Oui. En fait, je crois qu'on arrive à la croisée des chemins. En ce qui concerne justement la liberté et la sécurité, que maintenant il va y avoir vraiment que le oui. livre. On vous perd là, attention. Vous m'entendez? Allez-y. Vous m'entendez? Oui, un peu haché. Désolé. Est-ce que vous m'entendez? Je l'ai lu en 1984. J'avais très. Ah oui. Il m'a énormément marqué. C'est notre professeur de français qui nous a proposé de le lire à l'époque. Et livre, je trouvais que ce qui était... Ah, vous m'entendez? Oui, ça va difficile, Delphine. Ce que je vous propose, Delphine, peut-être, c'est que vous essayez de nous rappeler d'un autre endroit de votre maison, parce qu'on vous attend de manière très, très hachée. Oui, parce que ça hache, vous voyez, à un moment donné. Absolument. Je ne sais pas pourquoi ça s'arrête pendant une demi-seconde. Essayez de vous mettre et rappelez-nous, Delphine, c'est très intéressant ce que vous avez à dire. Essayez de nous rappeler le plus vite possible. Merci Delphine. On est prêt à vous laisser quelques minutes. En tout cas, Delphine, nous sommes toujours sur Sud Radio, en direct avec André Berkoff sur Sud Radio, et en compagnie de son invité Patrice Franceschi, qui est auteur de ce livre. Bonjour, Monsieur Orwell, la surveillance numérique de masse à l'ère du Covid-19. C'est publié chez Gallimard. André Berkoff, c'est à vous. Oui, Patrice Franceschi, peut-être qu'il faudrait parler aussi, je voudrais savoir si pour vous, parce que ce n'est pas le sujet de votre livre, mais c'est quand même très proche, vous avez vu que a été voté, et avec un recours au Conseil constitutionnel de la part des Républicains, la loi Avia. La loi Avia qui consiste à dire, les plateformes numériques, on est toujours dans le numérique, qu'est-ce que vous en pensez en disant, voilà, il faut que tous les contenus, qu'ils soient entre guillemets haineux ou terroristes ou autres, eh bien, c'est aux plateformes de les supprimer, sauf à payer 1,5 million d'euros, etc., en 24 heures. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de revenir au débat sur Stop Covid, je dirais là-dessus que, comme d'habitude, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le problème dans toutes les lois, quelles qu'elles soient, qui essaient d'encadrer la parole, c'est que la définition de ce qu'elle veut encadrer est parfois très floue. Qu'est-ce qu'exactement la haine? Comment la définir précisément? Et est-ce qu'on ne va pas se diriger automatiquement vers une police de la pensée à partir de là? C'est en cela qu'il y a souvent de bonnes intentions traduites par des effets pervers bien pires que la bonne intention d'origine. Voilà en quoi ça m'inquiète. Et de toute façon, comme vous l'avez bien dit depuis tout à l'heure, je pense qu'il n'y a rien à placer au-dessus de la liberté, valeur qui donne sens à toutes les autres. Évidemment que je suis contre toutes les lois liberticides qui encadreraient la parole. Et c'est pas la première. Donc, surtout quand elles se mettent dans le camp du bien, parce que effectivement, à l'origine, et c'est probablement sincère, il y a une volonté de combattre le mal. Bon, mais allez donc définir très précisément la haine, ce que c'est qu'un contenu haineux, de par qui, de comment. Jusqu'à présent, quand quelqu'un considérait qu'il était victime d'une haine, etc., il pouvait porter cela devant les tribunaux, et c'est très bien. Absolument. Et peut-être était-ce suffisant. Voilà. C'est vrai que les juges tranchaient. Les juges tranchaient, et puis voilà. Là, maintenant, qui va trancher? Le tribunal populaire? Qui donc exactement? Tout ça est très embêtant, parce que je pense que la liberté d'expression, dans la liberté d'expression qui caractérise quand même notre société, il y a le mot liberté. Donc évidemment, ça m'est très cher. Je pense que la liberté d'expression risque de prendre un coup avec n'importe quelle loi destinée à encadrer la pensée. Voilà, sur le fond. On est d'accord. Restez avec nous, évidemment, Patrice Franceschi, et nous attendons et Delphine et les autres auditeurs de Sud Radio. À tout de suite. Et toujours avec vous, dans le meilleur état, effectivement, avec les auditeurs de Sud Radio et avec Patrice
Franceschi, auteur de Bonjour Monsieur Orwell et de bien d'autres livres. C'est à vous, on vous écoute. 0826 300 300, on retrouve Martial qui nous appelle sur Sud Radio. Oui, bonjour. Oui, bonjour André. Et bonjour à votre invité. Merci de me donner la parole. Oui, justement, par rapport à votre invité, Patrice Franceschi. Oui. Franceschi. Donc, ouais, je suis tout à fait en accord avec ce qu'il dit sur ce projet de loi. Qu'il faut faire très très attention. Et je voulais faire un parallèle. Voyez-vous, justement sur les projets de loi. Il y a 20 ans, quand vous alliez à la banque, et puis que vous demandiez à retirer en liquide 3 000, 4 000 euros, le banquier vous disait rien, il vous disait repassez demain et puis vous aurez vos argent. Maintenant, si vous allez à la banque et vous demandez 4 000 euros en liquide, alors déjà, il vous regarde avec des grands yeux, comme si vous étiez un bandit, alors que c'est votre argent. Hein. Et là, il vous dit, vous avez besoin de 4 000, mais c'est pour quoi faire? Et là, vous vous dites... ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas, quoi. Et oui, il vous dit, mais excusez-moi, monsieur, mais je suis obligé de vous demander parce que il y a la loi antiterroriste qui m'oblige à vous demander, vous comprenez? C'est parce que je dois avertir les services fiscaux. Vous voyez la dérive, je dois avertir les services fiscaux. Si vous voulez, alors vous êtes plus libre en fait. Vous avez de l'argent que vous avez gagné sur votre compte. Vous êtes plus libre de la retirer quand vous voulez et en liquide, vous voyez? Parce que vous êtes un suspect, Voilà. Ah oui, 4 000 euros comme ça en liquide, c'est quoi ça? C'est fou, c'est vrai. Vous voyez? Mais non, mais ça c'est la réalité, c'est pas des bêtises, c'est pas des... Non, mais... C'est la réalité. Voilà. Alors si jamais vous demandez 10 000 euros en liquide, alors là, c'est... Non, mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais c'est pas possible. Là, c'est la police qui vous atteint à la sortie de la banque, quoi. Là, oui. J'exagère à peine. Voilà les dérives d'une loi soi-disant antiterroriste. Vous voyez les dérives. Patrice Franceschi, que vous en pensez, Patrice? Votre interlocuteur a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement intéressant qui précède le sujet dont nous parlons pour la loi à venir et qui va être votée à la fin du mois, en disant simplement, il a remarqué simplement par lui-même que ça fait déjà très longtemps que nous sommes entrés dans une société de surveillance généralisée et pas seulement par le numérique. Car une loi dit que, et voilà. Bien entendu que moi j'essaie de faire la même chose. Par exemple, si je dis à mon banquier, voilà, donnez-moi 5 000 euros, et je ne veux plus utiliser ma carte bleue parce que je ne veux pas que vous, mon banquier, vous sachiez où je vais, quand je vais, ce que j'achète, dans quel restaurant je dîne, quels vêtements j'achète, à quel endroit et tel jour, parce qu'il sait tout par ma carte bleue. Là, c'est mon banquier. Et j'ai pas forcément envie que mon banquier, dont je ne connais rien de la vie, connaisse lui ma vie privée entièrement. C'est une question à ce moment-là de dignité. Et cette question de dignité, d'équilibre et de réciprocité est un sous-produit en quelque sorte de la problématique de liberté. Tout ça va de pair et la loi qui va peut-être passer, souhaitons que non, sur Stop Covid, le traçage numérique des Françaises et des Français par une application numérique par l'État, et l'étape supplémentaire qu'il ne faut pas franchir. Mais bien entendu que l'enfer, une fois de plus, est pavé de bonnes intentions. Lutter contre... Qui ne voudrait pas lutter contre le terrorisme? Mais si vous mettez des lois qui font que tous les Français sont suspects a priori, eh bien vous avez ces dérives épouvantables qui font qu'à la fin, vous vivez dans une prison à ciel ouvert. C'est ce qui a tendance à nous arriver dans nos sociétés démocratiques depuis déjà quelques décennies. Il ne faut pas... Oui, parce que l'histoire des banques, c'est pas nouveau, oui, c'est vrai. C'est pas nouveau, mais tout ça, le mal est profond. Tout ça ne date pas d'hier. Simplement, la crise du coronavirus a accéléré le mouvement en propageant une peur irraisonnée, seule capable de soumettre les gens et de permettre de faire passer beaucoup de lois ou de décisions qui ne seraient pas passées en temps normal. Le cas des drones dont on parlait tout à l'heure est emblématique. Oui, bien sûr. Franchement, les Français, sur l'affaire des drones qui est encore plus visible, est-ce que vous avez vraiment envie, vous citoyens français qui écoutez cette radio en ce moment, est-ce que vous avez vraiment envie que des drones policiers vous survolent pour vous surveiller? Pour l'instant, simplement pour la problématique de coronavirus, mais quand ils seront en l'air et que ce sera la norme, ils seront là tout le temps pour tout le reste.
franchement, si vous voulez vivre dans cette société où Big Brother et son œil vous regarde tout le temps, ce n'est pas une image et un fantasme, ok, pourquoi pas. Si vous voulez faire ça, mais il y en a d'autres, dont je fais partie, qui n'en veulent absolument pas et demandent à leurs députés à la fin du mois de ne pas voter pour ça. Non, c'est clair. Vous l'avez dit, Patrice, ça c'est clair. Vous l'avez dit et répété. On va rester en tout cas sur cette problématique de la liberté parce que c'est important et de la sécurité parce qu'elle est aussi importante. On l'oublie pas, les deux. Mais effectivement, il faut que chacun reste à sa place. Et quelle place? Un autre auditeur, Jean-Marie? Une autre auditrice, plutôt André. 0826 300 300. On remonte à Paris. On retrouve Anne sur Sud Radio. Oui, bonjour Anne. Oui, bonjour Monsieur Marcof, bonjour au professeur Franceschi, je crois. Voilà, moi je voulais parler à propos du président Trump qui a pris de la chloroquine et on en fait tout un pataquès, mais vraiment, alors bon, comme je sais que bon nombre de journalistes et pas mal de personnes n'apprécient pas particulièrement le président Trump. Bon, moi je me demande, bon, comme le disait un précédent auditeur, si ça ne va pas jeter encore un discrédit supplémentaire sur cette fameuse chloroquine. Ceci dit, moi-même j'ai vécu très longtemps en Afrique et on en prenait régulièrement. Quotidiennement, voilà, moi j'en ai pris pratiquement pendant plus d'une trentaine d'années. Ma fille, tout bébé, en prenait dès l'âge de 2 mois, même un petit peu avant. D'ailleurs, c'était sous forme de suspension. Donc, évidemment, pour le cas du coronavirus, est-ce que c'est efficace ou non? Ça, je ne suis comme les autres, je ne peux pas en dire plus, d'autant que je ne suis pas un éminent professeur. Mais ce dont je suis persuadée, c'est que ça ne peut absolument pas faire de mal, à moins de prendre une tablette entière. Donc voilà. Voilà. Si on prend une tablette d'aspirine entière aussi, non, on mais je veux pas dire très la bien, plaquette, je voulais dire le paquet entier, quoi. Donc vraiment, sûr, quand j'entends des professeurs qui nous parlent de réactions cardiaques, tout ça, ben si c'est quand vous prenez 8 paracétamol à la fois, ben vous n'allez pas être bien non plus, je crois. Donc je pense que vraiment là il y a eu un discrédit et ce qui m'étonne dans ce conseil scientifique, pourquoi ils ne demandent pas à des professeurs ceux qui sont spécialisés dans les maladies tropicales, par exemple, voilà. Ils pourraient leur en dire plus sur la chloroquine, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et il n'y en a pas dans le conseil scientifique apparemment. Mais je vais vous dire, le plus grave par rapport à ce que vous dites, parce que ça c'est une réalité que connaissent des millions, voire des dizaines de millions de gens, tous ceux qui sont allés en Afrique et dans les pays chauds, enfin on le sait. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi en janvier, on a rangé cette chloroquine dans les substances toxiques, et pourquoi et surtout, les médecins, enfin les pharmaciens sont interdits de la vendre alors qu'elle était en vente libre, et les médecins sont très surveillés s'ils la prescrivent. Bon, tout ça, on va savoir. Moi je ne suis pas non plus médecin. On va voir ce qui se passe, mais vous avez eu bien raison de parler votre témoignage par rapport à cela. C'est une vraie question, Anne. Merci en tout cas de votre témoignage. 0826 300 300. On a retrouvé Delphine sur Bordeaux. On l'a même rappelé sur un autre numéro. Normalement, ça marche cette fois-ci. Oui, je suis vraiment désolée. J'espère que ça va marcher. Je suis vraiment désolée. Très bien, oui, ça va très bien. C'est pas top pour la radio. Donc je vous disais que, pour en revenir sur 1984, que pour moi ça avait été mon livre de chevet depuis 1984 d'ailleurs, depuis mes 13 ans. Et j'ai été extrêmement marquée par ce livre. Et ce que je n'ai pas compris à l'époque et que maintenant pour moi est une évidence, c'est qu'il y a tous les gens qui sont touchés par cette problématique, qui la comprennent, qui en souffrent, et il y a les autres. Et qu'en fait, je pensais en lisant ce livre, je trouvais que c'était tellement horrible la situation dans laquelle était plongé le narrateur que les gens ne ressentaient pas ce mal-être parce que ils ne le vivaient pas. Ça y est, on vous repère à nouveau. Je suis désolée. On vous a reperdu là. Vous m'entendez là ? Allez-y. Le problème, c'est pas. Le problème, c'est ce qu'essaie de faire votre intervenant dans son livre. Il essaie de décrypter la situation pour expliquer aux gens à quel point c'est insupportable. Mais en vrai, le problème, il n'est pas là. C'est qu'il y a des gens qui trouveront ça insupportable depuis toujours et qui supporteront pas qu'on porte atteinte à leur liberté. Et il y a tous ceux qui ne trouveront jamais ça insupportable. Elle est là la différence. Dans 1984, c'est un livre que je connais très très bien, que j'ai lu énormément de fois. Le narrateur trouve la situation insupportable, mais il est le seul à la trouver insupportable. Il y a peu de gens. Il y a quelques rebelles,
Et la majorité des gens, ils ne souffrent pas de la situation. Ils vivent la même situation. Ils sont fliqués. Ils ont le télécran chez eux. Le télécran, c'est notre Internet, déjà. Ils ont tout ça. Ça préfigurait ce qui va nous arriver. Mais ce n'est pas une question que ce soit insupportable. C'est qu'il y a des gens... Oui, on vous repère. Ceux pour qui c'est insupportable, moi j'en fais partie. Oui. Ce sont les gens pour qui la liberté prime avant tout, avant la sécurité. Avant la sécurité, on est prêt. Il y a des gens qui sont prêts à être en moins grande sécurité, mais à être plus responsables de leur vie, pourvu. Oui, pourvu. Moi, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas tout blanc ou tout noir, il y a un degré, vous voyez. Et là, on arrive à la croisée des chemins. Il va falloir se positionner maintenant. Et je crois que malheureusement, les gens qui sont comme votre intervenant et comme moi, on va perdre la bataille. Voilà. Faut jamais désespérer. Mais c'est très intéressant ce que dit Delphine Patrice Franceschi. En fait, est-ce que vous ne faites pas partie, je dirais moi aussi, quelque part, d'une minorité, il ne s'agit pas de trancher, mais en disant effectivement, et c'est vrai que le bouquin d'Orwell le montre très bien, elle a raison Delphine de rappeler ça, c'est que bon, effectivement, il y a des gens qui ne supportent pas cela, et on l'a vu à travers l'histoire, hein. C'est toute l'histoire effectivement du monde est une histoire entre ceux qui veulent la liberté, qui se battent pour ça, de Galilée à Voltaire en passant par, on pourrait, ils sont innombrables, et ceux qui disent oui, mais écoutez, ça va comme ça, bon, mais j'ai pas trop de problèmes, alors qu'est-ce que vous m'embêtez avec votre liberté? C'est Antigone et Créon, c'est vieux comme le monde, effectivement, et est-ce que ce sera pas toujours vieux comme le monde, Patrice Franceschi? Et c'est pas une loi qui changera ça. Ce dont parle votre interlocutrice, et vieux comme le monde, effectivement, c'est la servitude volontaire. Relire, dans ce cas-là, de la servitude volontaire de la Boétie, Montaigne... La Boétie. Bon. Donc tout ça n'est pas nouveau, simplement. Donc on peut faire un périmètre pessimiste, effectivement. Une majorité de gens, en général, préfèrent la sécurité à la liberté. Prenons la Seconde Guerre mondiale. Combien de résistants, combien de collabos, combien de gens qui n'ont rien fait? Bien. Et c'était la liberté qui était en cause. En revanche, ça c'est donc un constat pessimiste. En revanche, et je suis d'accord avec ce constat pessimiste. En revanche, j'ai un optimisme de l'action absolu. Après tout, c'est pas parce qu'ils étaient minoritaires, les Jean Moulin, les De Gaulle et les autres en 40, qu'ils ont perdu. Il me semble même qu'ils ont gagné. Et pourtant, ils sont partis à très peu. Ça veut simplement dire, ou Galilée, la vérité a quand même surgi. Bien sûr. Ça veut simplement dire que s'il y a des minoritaires déterminés, qui de manière inflexible décident que la liberté est ce qui donne sens à toutes les autres valeurs et ne reviendront pas en arrière, alors ils peuvent entraîner la majorité, au départ pas convaincue, dans la même direction qu'eux. Par conséquent, cette petite minorité, c'est celle sur laquelle personnellement je compte pour faire en sorte que nous n'allions pas beaucoup plus loin, ou en tout cas qu'une prise de conscience sur cette nécessité de penser encore, comme autrefois, qu'il n'y a rien que l'on puisse placer au-dessus de la liberté est quelque chose que nous devons conserver à partir de là. L'avenir ne sera pas sombre, les orages de l'histoire pourront être contenus, alors que si nous cédons à cette tentation de la facilité, qui est celle de la sécurité bien avant la liberté, alors franchement, je pense que demain, nous n'aurons plus droit au nom de citoyens, et peut-être même pas au nom d'hommes ou de femmes. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, que cette crise du coronavirus et la pandémie de la peur qu'elle a fait propager partout, voilà ce que nous dit actuellement la crise que nous traversons, et pas seulement sur le nombre de morts ou sur ceci ou cela ou la chloroquine, non. Tout cela masque l'essentiel, tout cela masque la vague de fond qui est en cours en ce moment entre préserverons-nous les libertés dont nous avions encore à peu près l'usage jusqu'à présent, ou bien est-ce que c'est une époque qui est terminée? C'est cela. Question qu'on va continuer à on va continuer à se la poser après ceci, et c'est vrai qu'elle est déterminante, elle est fondamentale. À tout de suite. Et toujours avec sécurité, liberté, Patrice Franceschi, auteur de Bonjour Monsieur Orwell. Et on avait envie de dire au revoir à 1984, bien sûr, et adieu plutôt. Et puis les auditeurs de Sud Radio, à vous, on vous espère, on vous attend, on vous écoute. Et on vous retrouve aussi sur Sud Radio 0826 300 300 direction la Seine-Saint-Denis où nous retrouvons Hakim. Bonjour. Oui, bonjour Hakim. Bonjour. Bonjour André. Alors moi je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Je suis libyen. Je suis toujours libyen, bien que je vive en France et que j'ai passé 5 ans chez l'orthophoniste pour perdre mon accent, d'où mon très bon français. Voilà. Enfin bref.
Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça, c'est complètement vrai. Non, Moi, mais je vais vous dire une chose. Ma mère est morte en Libye d'un bombardement aérien. Ok. Tout ça, pourquoi? Pour, soi-disant, la sécurité du peuple libyen. Donc, la maison de ma mère était supposée être une maison de terroristes. Ma mère, elle avait 76 ans quand elle est morte. C'était en 2000. Donc, une femme de 76 ans qui a toujours travaillé dans les champs. Enfin, bref. Voilà. Donc, franchement, moi, je vous dis, c'est un appel très profond. J'ai la chair de poule de ce que je vous raconte. Vraiment, j'ai pas digéré ce truc-là. J'ai jamais pleuré parce que je suis pas quelqu'un qui pleure. J'ai plus de larmes. Ma mère, quand je l'ai vue, je l'ai pas reconnue. J'ai su que c'était ma mère rien que par rapport à la robe qu'elle portait. C'est tout. Sinon, je l'ai pas reconnue. Donc, s'il vous plaît, amis français, ne jetez pas votre liberté à la poubelle au nom de la sécurité. Et votre liberté, elle n'est que si vous avez le droit de vous défendre quand vous êtes agressé. Si vous ne pouvez pas vous défendre, effectivement, vous n'êtes pas libre. Mais si vous pouvez vous défendre, elle est là, votre liberté. Elle est là. Elle n'est pas dans les drones, elle n'est pas dans les gens qui vont filmer ce qui se passe chez vous, ou là où vous êtes, ou ce que vous faites quand, comment, pourquoi, avec qui. Je suis désolé, c'est pas ça, la liberté. Voilà. Voilà. Oui, on vous entend. Et monsieur Franceschi, vraiment, vous me faites plaisir parce que vous avez dit des tas de choses de ce qui a pu se passer à Kobané et je me sens tellement proche de ces gens. Parce que nous, au peuple libyen, franchement, je suis plus libyen. Enfin, moi, je suis un terrien en vérité parce que la nationalité, j'en ai rien à foutre. Je vous dis la vérité, je m'en fous. Je suis un homme comme les autres, j'ai des gamins. Je tiens à eux comme ils tiennent à moi, j'espère. J'ai 52 ans et j'espère qu'il m'en reste autant encore à vivre. Et sincèrement, ne jetez pas votre liberté à la poubelle. Vous êtes déjà tracé. Vous avez un passe Navigo, un téléphone, une carte bleue. Vous avez tout ça. Vous êtes déjà tracé. Donc franchement, n'en rajoutez pas. C'est pas nécessaire. Hakim, merci en tout cas, merci de votre témoignage, merci de ce que vous avez dit. Patrice, vous voyez que l'appel à la liberté, il est partout, il existe partout. Mais bien entendu, et je remercie Hakim, que je ne connais pas, d'avoir dit ce qu'il a dit, et notamment de parler de Kobané, des Kurdes, ainsi que des Libyens, qui, c'est parce qu'ils ont placé tous ces gens-là, qu'Hakim d'une certaine manière représente, tous ces gens-là, évidemment, placer leur liberté avant leur sécurité, parce qu'ils préféraient être libres que de vivre n'importe comment. Et les résistants les Kurdes, par exemple. Les Kurdes, par exemple, bien entendu. Mes camarades kurdes, vous savez, si vous demandez à un Kurde, eux, ils préfèrent la mort à la servitude. Parce que, en plus, eux, que voulez-vous, la liberté ne l'ayant jamais connue, ils veulent la conquérir à tout prix. Tellement c'est une valeur fondamentale. Nous l'avons oubliée. Et Hakim a raison, nous sommes prêts à la brader. Parce que nous l'avons oubliée, parce que nous, nos générations n'ont pas eu à la conquérir. On nous l'a donnée, on nous l'a léguée, nous pensons qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle est gratuite. Donc les autres peuples, les Libyens, les Kurdes et tant d'autres, eux, quand ils ne l'avaient pas, ou ne l'ont toujours pas, croyez-moi, ils la veulent absolument. Et ils ne comprennent pas nos réactions. Donc, c'est vrai, d'ailleurs, on se rappelle. En résumé, encore une fois, franchement, comme le dit monsieur Hakim, disons à nos compatriotes et à tout le monde en réalité sur la Terre, rien au-dessus de la liberté qui donne sens à toutes les autres valeurs. Voilà. Ce qui ne veut pas dire de brader la sécurité, mais qu'elle vient après. Et qu'on ne la brade en aucune manière. C'est ça les hommes libres. C'est ça les peuples libres. C'est ça qui permet de dire que nous sommes des citoyens et des hommes. Franchement, c'est le seul message dont il faudrait garder une trace dans cette émission. Et en tout cas, elle restera cette trace. Et vous savez, on ne fait que ça. On parle de la liberté d'abord, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de se mouvoir. Et évidemment, c'est fondamental. Après, évidemment, de quoi remplir et de quoi manger. Hein. N'oublions pas ça. Et une fois qu'on mange, on réfléchit. Et une fois qu'on réfléchit, on pense à la liberté. Un autre auditeur... Jean-Marie. Une auditrice, André Berkoff, 0826 300 300, on part dans les Alpes de Haute-Provence et on retrouve Lisa sur Sud Radio. Bonjour Lisa. Bonjour, merci Monsieur Berkoff de m'accueillir. Je vous appelle en fait pour réagir à ce que dit votre invité et je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que la liberté, c'est primordial dans la vie et là je pense que vraiment notre pays bascule petit à petit. Il y a des documents qui passent pour les journalistes, les profs, les écoles. C'est très dangereux et j'espère vraiment qu'on est nombreux à préférer honnêtement la liberté à la sécurité. La sécurité, c'est un choix politique. De laisser des délinquants dans la rue, c'est un choix politique. La sécurité, on la retrouvera avec un bon gouvernement et des gens qui aiment la France et les Français en fait. Et voilà, je suis maman et je suis très inquiète pour l'avenir de mes enfants.
Mais vraiment, très inquiète. Quand vous dites, juste Lisa, quand vous dites à l'école, est-ce que vous faites allusion, par exemple, on a vu une instruction, on en a parlé dans Berkoff dans tous ses états, sur Sud Radio, avec, vous savez, on disait, il faut dire aux enfants de ne pas critiquer le gouvernement, etc. Il y a eu quelques instructions comme ça. Oui, c'est celui-là. C'est ça? Oui. Ouais. Après, je comprends, en fait, on n'a même pas à parler politique, en fait, à l'école avec les enfants. Ça devrait même pas les concerner. Qu'on leur apprenne déjà à lire et à écrire. Je trouve qu'on bascule et que la peur, et c'est légitime, attention, les gens qui ont peur, là, ne se rendent même pas compte de ce qu'on est en train de perdre. Et je sais, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour, je sais pas, mais éviter la catastrophe pour nos enfants, quoi. Faut penser à eux, leur avenir dans 10 ans, ces lois liberticides seront pires. C'est un peu comme, on est quand même dans un monde orwellien avec la ferme des animaux. D'abord d'une petite loi, et puis après on rajoute un petit mot derrière, et la loi est encore pire. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est très très grave, et j'espère vraiment que les Français vont préférer leur liberté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est vrai. Et vous citez la ferme des animaux, et je n'arrête jamais de citer cette phrase de la ferme des animaux d'Orwell. Tous les hommes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et c'est vrai que Patrice, on est à la fin de cette émission, Patrice Franceschi. Pour conclure, si vous n'avez évidemment pas sélectionné vos auditeurs en fonction de ce qu'ils pensaient avant. Ça démontre une chose, c'est qu'il y avait, bien entendu, donc il y a une majorité très large de ce que je constate qui préfère la liberté à la sécurité, puisqu'il faut parfois hiérarchiser les choses. Donc, pour Delphine qui nous écoute peut-être encore, c'est très rassurant. La minorité, en fait, est très importante. Et si ces minoritaires parlent suffisamment, avec les arguments qu'il faut, calmes, sereins, mais convaincants, alors cette minorité grossira et les orages de l'histoire pourront peut-être être contenus. Pour finir, la ferme des animaux, évidemment, c'est formidable, mais il y a une fable de La Fontaine, écrivain éminemment pour adultes, qui est Le loup et le chien, qui rappelle dans cette problématique de la sécurité et de la liberté l'affrontement entre le loup maigre, parce qu'il court libre dans la forêt, et le chien gras, parce qu'il porte un collier et une laisse, et qui dit bien, rappelez-vous la fin, et puis Maître Loup s'enfuit et court encore. Déjà en ce temps-là, car c'est une question éternelle, la question se posait entre sécurité et liberté, et disait cette chose fondamentale, que la liberté a un coût, qu'elle coûte assez cher d'ailleurs, et c'est le prix souvent d'un peu plus d'insécurité, et c'est ce qui donne à ce moment-là, dans l'acceptation du risque consubstantiel à la vie, le goût réel de ce que vaut vraiment la vie. Donc accepter un peu d'insécurité pour vivre pleinement libre, toute notre histoire intellectuelle est pavée de ce discours. C'est très important de le rappeler aujourd'hui. Merci Patrice Franceschi, merci à tous les éditeurs, merci à ceux qui sont intervenus, et à demain bien sûr Jean-Marie. Ben oui, à demain, comme toujours. Merci à notre invité Patrice Franceschi. Je rappelle la référence de son ouvrage. Bonjour, Monsieur Orwell, le contrôle numérique de masse à l'ère du Covid-19. C'est publié aux éditions Gallimard dans la collection Tracts de crise. L'ami Berkoff vous retrouve demain, toujours dans tous ses états, de midi à 14h sur Sud Radio. Et la journée continue. Juste après les informations, vous retrouverez Brigitte Lahaye. Portez-vous bien.